Bonjour, chers auditeurs et auditrices de Rewmi FM. Bienvenue dans votre émission L'encre et la plume, l'émission que la radio vous propose tous les samedis à partir de 9h. Nous recevons ce matin Abdou Diaw. Il est le secrétaire général national du SNEFS, qui est le syndicat national de l'éducation et de la formation. Abdou Diaw, bonjour et merci d'être à Rewmi FM ce matin. Bonjour madame, de l'occasion offerte pour parler à la population sénégalaise, mais surtout à la famille enseignante dont je suis le secrétaire général national du SNEF, le syndicat national de l'éducation et de la formation, comme vous l'avez dit. D'accord. Parlez-nous un peu de vous. Dites-nous qui est Abdou Diaw. Bon, Abdou Diaw, c'est un instituteur de formation, un Sénégalais, qui dirige le syndicat national depuis 2019 et membre de la Confédération démocratique des syndicats libres du Sénégal, chargé aussi des affaires des conflits au sein de la centrale, dont je suis aussi le chargé de l'éducation et de la formation. D'accord. Et parlez-nous un peu du SNEFS, le syndicat national de l'éducation et de la formation. Voilà, le SNEF, c'est un syndicat qu'on a créé depuis 2014, le 4 janvier 2014. Et à l'époque, il y avait un autre secrétaire général qui s'appelait Abdoulaye Cissé, un professeur d'SVT qui était à Nguékokh. Et depuis lors, on ne fait que défendre les enseignants, surtout en ce qui concerne leur carrière. C'est un syndicat aussi transversal, c'est-à-dire qui regroupe les enseignants du préscolaire, du primaire, des collèges, mais aussi des lycées. Et on est en train de voir comment l'élargir au niveau des universités du Sénégal. Donc voilà, grosso modo, ce syndicat, c'est une organisation professionnelle qui a beaucoup lutté pour la cause enseignante, pour l'éducation et pour la formation. Et alhamdoulilah, on a eu beaucoup d'acquis avec nos grands frères syndicalistes que sont le CELS, l'UDEN et ainsi de suite, ainsi de suite. Depuis le grand cadre, nous on est là, on existe toujours. Aussi, lors des élections de représentativité, notre syndicat s'est présenté et moi-même j'étais le candidat et on a eu un résultat favorable pour une première participation. On a gagné un département, le département de Nioro-du-Rip, que je salue de passage, mais aussi on a eu beaucoup de votants au niveau des autres départements dont ce qui nous lie avec eux, c'est le travail, c'est l'engagement, c'est la détermination de défendre les intérêts financiers, moraux et pédagogiques de l'équipe enseignante. 2014 jusque-là, ça fait une dizaine d'années. Quels sont ces acquis dont vous parlez? Oui, ces acquis, on peut dire que lorsqu'on parlait d'augmentation de salaire, les autres syndicats parlaient de rémunération. Il faut corriger la rémunération entre les corps de métier. Mais nous, étant une organisation professionnelle très organisée, nous avons fait une lecture de l'heure. C'est-à-dire, on avait dit que les salaires étaient peu par rapport au prix du marché. Et pour cela, il fallait répondre à l'attente des populations parce que, comme vous le savez, les enseignants sont partout. Et c'est grâce aux enseignants que beaucoup de villages se sont développés. Parce que, en général, les composants de la famille enseignante, que sont les enseignants, en général, ils sont issus de la classe moyenne, c'est-à-dire ils ne sont pas si riches, mais ils ne sont pas si pauvres. Donc, vous voyez, donc, ce sont les villageois, les gens de la ville qui réussissent en général ce concours. Donc, une fois réussi, financièrement, ils vont investir dans leur village. Donc, la transformation systématique et financière au niveau des villages, c'est grâce aux enseignants. Mais aussi, l'encadrement que les enseignants font au niveau des villages et au niveau des coins les plus reculés, font du SNEF un syndicat qui est très proche de la population. Parce que, comme vous le savez, c'est bien de faire des leçons pédagogiques au sein de l'école, mais aussi les relations entre acteurs de l'école sénégalaise, le SNEF aussi a joué un grand rôle. Donc, sur l'augmentation de salaire, c'est le SNEF qui avait débuté avec une grève, comme on l'a fait cette année, pour dire non, le président Macky Sall doit
augmenter les salaires des enseignants. Alhamdoulilah, les autres syndicats nous ont suivis et on a eu gain de cause. Mais aussi du côté pédagogique, notre syndicat propose toujours. Nous, on dit qu'au sein du programme, il y a beaucoup de matières qu'on doit revoir. Le contenu, mais aussi la pédagogie. Mais aussi, il y a beaucoup de programmes qui nous viennent de l'extérieur. Avant de les appliquer au sein de l'école sénégalaise, on doit les étudier, les voir, pour voir quels sont les tenants et les aboutissants. Quel est l'intérêt de ces programmes par rapport aux enseignements apprentissages. Là aussi, notre organisation syndicale joue un rôle très important à l'endroit de la population sénégalaise. Mais aussi, comment cultiver le civisme. Notre syndicat fait des formations pour le civisme. Comment former le citoyen pour qu'il soit utile dans sa localité par des journées de sensibilisation, des journées de portes ouvertes, mais aussi comment faire pour octroyer à tous les enseignants des ordinateurs pour qu'ils puissent s'adapter au numérique. Donc voilà, petit à petit, notre syndicat, on ne peut pas faire tout, mais à chaque fois aussi qu'il y a une amélioration des conditions de travail des enseignants, c'est parce que c'est le SNF qui a déclenché en premier, comme on l'a fait cette année. Vous avez vu, il y a beaucoup de problèmes que nous-mêmes, nous avons pris notre responsabilité au moment où les autres syndicats n'osent pas lever les mots parce que peut-être c'est pour protéger les acquis, leurs faveurs, ainsi de suite. Mais nous, étant une organisation indépendante vis-à-vis de l'autorité, nous avons dit que nous, on ne va pas attendre, on va déclencher pour voir et pour aider nos camarades qui portent leur confiance à notre organisation. Donc le SNF, c'est une organisation syndicale qui a beaucoup changé le terrain syndical au Sénégal. D'accord. On va y revenir tout à l'heure, mais dites-nous, qu'est-ce qui vous différencie du G2 et du G7? Voilà, le G7, ce sont les syndicats dits organisations représentantes, les plus représentantes, c'est-à-dire ceux qui sont autour de la table de négociation avec le gouvernement. Nous aussi, on est en train de travailler pour accéder à ce niveau. Parce que c'est vrai qu'il y a les organisations qui nous départagent et à chaque fois, nous, je vous ai dit tout de suite que c'était notre première participation. Et on a eu... aux élections de représentativité. Donc, on ne pouvait pas être autour de la table de négociation, mais alhamdoulilah, l'État du Sénégal nous écoute. L'État du Sénégal a les SNF pour des propositions toujours à ses côtés. Donc, nous, ce qui nous différencie aux autres syndicats, c'est-à-dire nous sommes une organisation indépendante et responsable. Au détriment des autres, mais aussi le courage que nous avons. Parce que quand on est indépendant financièrement, tu es indépendant moralement, tu es indépendant pédagogiquement, donc tu ne peux pas faire de la bassesse. Et donc nous, notre organisation, c'est un syndicat responsable. Aussi, on avait trouvé sur place des choses inadmissibles dont vivaient les enseignants. Et là, le syndicat a corrigé. Le syndicat a participé en proposant des solutions de sortie de crise. Donc c'est ce qui nous différencie. Mais aussi au sein du bureau exécutif national, il n'y a pas langue de bois. On se dise la vérité. On se parle, on se concerte. C'est la concertation au sein de notre organisation syndicale. Chacun est libre de proposer. Chacun est libre de donner ses avis. Et en discussion, c'est le bureau exécutif national qui prend une conclusion pour dire que voilà ce qu'on va faire. Et là, le secrétaire général ne fait que porter le combat, ne fait qu'appliquer les directives de l'organisation. Voilà ce qui nous différencie. D'accord. Certes, vous ne faites pas partie des syndicats les plus représentatifs, mais vous êtes là, vous existez depuis plus de 10 ans. Le G7, est-ce que le G7 consulte les autres syndicats avant d'aller sur la table de négociation avec les autorités? Il n'y en a pas. Vraiment, le G7, il travaille en huis clos avec le gouvernement. On n'a jamais eu de rencontre avec eux. En général, c'est moi-même qui dis à mes grands frères tels que Amidou Diédhiou, c'était Souleymane Diallo avant, Amidou Diédhiou et certains de l'UDEN, c'est-à-dire les Kassé et les Diallo. Je leur ai dit, mais pourquoi pas appeler les autres organisations syndicales, parler avec eux, discuter
voir quels sont véritablement les problèmes de l'école sénégalaise. Mais eux, vraiment, bon, ils écartent toutes les autres organisations syndicales. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être ils ont peur de se démasquer ou bien quelque chose comme ça. Mais vraiment, il n'y a pas de relation entre le G7 et les autres organisations syndicales. Nous aussi, on a compris, on a dit pourquoi courir derrière des gens qui, peut-être, ils ont une représentation, mais ils n'ont pas mieux outillé que le SNEF. Donc le SNEF va faire son bon chemin et voir qu'est-ce qu'il peut faire pour les Sénégalais, mais dans son ensemble, mais surtout pour l'école sénégalaise. Voilà notre relation avec les G7. Ils n'ont jamais fait de compte rendu. Non, mais est-ce que aussi c'est pas à vous de faire le pas parce que aujourd'hui, si vous vous démarquez du G7 et que vous êtes en mouvement du bon, ça risque de ne pas avoir d'impact. Mais alhamdoulilah, vous savez que l'histoire des G7, G8, G20, ainsi de suite, c'est récent. C'est récent. Donc, pour vous parler sincèrement, moi, personnellement, j'ai tout fait pour qu'on travaille ensemble. Parce qu'une fois les élections passées, nous, notre organisation, c'est une organisation démocratique, c'est une organisation qui respecte le choix des autres. Il y a majorité, c'est le G7, il y a les minorités c'est nous. Mais la majorité doit respecter la partie minoritaire que nous représentons. Mais bon, j'ai tout fait pour qu'on travaille ensemble. Bon, eux, ils n'ont pas vu l'angle dont nous les orientons. Donc voilà le problème. Mais en tout cas, on peut mieux faire. C'est pas encore trop tard. Mais s'il s'agit de la grève, nous aussi on décrète. Les enseignants, ils trouvent leur compte. Les enseignants, ils trouvent leurs intérêts. C'est pourquoi, vraiment, lors de notre mot d'ordre de grève, ça a été respecté partout à travers le Sénégal. Même les enseignants qui sont du G7, ils nous ont dit que, Diaw, attends, nous sommes là pour défendre l'intérêt des travailleurs. Nous avons des problèmes. Si vous portez le combat, nous, on va vous suivre. Et alhamdulillah, le lundi à 10h, on a eu presque 30% de taux de participation. Le mardi, presque 38%. Pour un début, c'est bien. D'accord. Vous avez lancé le slogan « Solution ou combat ». Pourquoi? Oui, parce que il y a des nouvelles autorités dans ce pays, élues. Et depuis septembre 2024, on a déposé un préavis de grève. C'est pour alerter les nouvelles autorités, pour leur dire que vous avez trouvé sur place des problèmes de l'école sénégalaise. Vous avez trouvé sur place une situation inédite concernant la carrière des enseignants décisionnaires. On a listé 12 points qui reflètent les problèmes de l'école sénégalaise. Des problèmes pédagogiques, administratifs, mais aussi problèmes financiers. Mais aussi, au côté, on a fait des propositions au nombre de 16 points. Donc, on les a dit, voilà, en analysant la situation de l'école sénégalaise, voilà les problèmes. Mais aussi, au côté, voilà les solutions. Et les autorités n'ont pas voulu discuter, ni appeler pour échanger avec nous, pour qu'on discute sur les fonds des problèmes, pour qu'on même les propose des solutions. Mais s'ils refusent de parler avec nous, s'ils refusent de régler ces problèmes, maintenant, c'est le combat. Parce que nous ne voulons pas. C'est pourquoi on n'a pas dit combat ou solution. On a dit solution ou combat. Parce que quand il y a des gens qui sont élus pour les premières heures, les gens ont tendance à dire qu'il faut une patience. Mais patience jusqu'à quand? Un État, c'est une continuité. C'est les hommes qui passent, mais les institutions demeurent. Et nous, on a compris cela. Donc, s'ils ne peuvent pas régler le problème de l'école sénégalaise, c'est parce qu'ils n'avaient pas de programme pour venir en aide la population. Parce que l'école sénégalaise, c'est la base. C'est la base et c'est le fondement de toute activité. Parce que le journaliste, le président, l'ingénieur et tout ça, ils ont passé à la base d'une école sénégalaise bien organisée et bien systémisée. Donc, vu cela, nous avons dit que, attends, on a alerté, on a déposé un préavis de grève. L'État a fait sourd oreille. Donc, le reste, c'est
c'est leur dire attention. On a organisé un point de presse, des conférences de presse pour leur dire attention. Là où nous serons avec vous, ça ne va pas marcher avec, comme vous le pensez. Vous pensez que les enseignants sont avec vous, donc si on décrète, les gens n'iront pas à grève. Vous vous trompez, attention, attention. On a alerté, donc ils n'ont pas voulu. Voilà, écoutez, et nous sommes à l'action maintenant. Et s'ils ne proposent pas des solutions, nous allons les pousser au combat. Mais vous êtes catégorique quand vous dites solution ou combat, ou bien même radical? Oui, nous sommes radicaux. Nous sommes catégoriques sur ce point. Parce qu'il y a le problème de la carrière des enseignants non fonctionnaires qui pose problème. Les enseignants non fonctionnaires, certains sont en retraite maintenant depuis juillet et ils ne bénéficient pas de leur pension de retraite. Ils ne bénéficient d'absolument rien du tout. Vous croyez cela normal? Il y a aussi des dossiers au niveau de la fonction publique pour le reclassement, c'est-à-dire quitter le corps initial pour aller dans un autre corps de promotion. Et on n'a pas toujours vu d'amélioration. Donc leurs conditions de vie, c'est du n'importe quoi. Mais aussi, il y a l'introduction de l'anglais, précipité. On dirait même du n'importe quoi avec ce problème-là. On dirait que ça n'a toujours pas démarré. Ça n'a toujours pas démarré. On a dit qu'on va démarrer le 14. Mais est-ce que cela va donner quelque chose? Parce que un programme, pour l'introduire, il y a du temps de préparation. Il y a le moment de discussion entre les acteurs, les syndicats, les organisations professionnelles, les organisations d'appui. Mais il n'y en a pas. On dirait que l'État du Sénégal veut précipiter, veut forcer l'introduction de l'anglais au niveau de l'école primaire. On n'a pas dit que c'est pas bien. C'est bon, mais il y a des préalables à faire. Il y a des discussions, il y a tout, bon, du fait que, en tout cas, mais aussi il y a d'autres points concernant les écoles franco-arabes. Ces enseignants qui sont là-bas, qui font le tour, qui tiennent des classes en même temps, qui devraient bénéficier des indemnités de classe spéciale et qui n'ont absolument rien. Les élèves aussi qui payent à chaque inscription de début d'année, ils payent l'assurance. Et en cas d'accident, il n'y a pas de protection. Il n'y a absolument rien. Ils ne sont pas assurés. Ils payent et ils ne sont pas assurés. Il y a aussi le problème des abris provisoires. Et ces abris provisoires, maintenant, partout à travers le Sénégal, même ici à Dakar, vous croyez dans une capitale d'un pays où on dit que voilà, économiquement ça marche, moralement ça marche. Historiquement, Dakar, c'est une capitale qui a beaucoup fait, qui a beaucoup marqué l'histoire de l'Afrique. On vous dit qu'à l'intérieur de cette capitale, il y a des abris provisoires. Au fin fond de la brousse, il y a des lycées avec des abris provisoires. Avec ces conditions de travail-là, on demande à l'enseignant de faire de bons résultats. On demande à l'élève de faire de bons résultats à la fin du cycle. Et ça, c'est impossible. C'est pourquoi on a dit qu'il faut que l'État du Sénégal fait une assise ou bien applique les conclusions de l'assise nationale qu'on avait fait à Saly. Il y avait Saly 1, Saly 2, Saly 3, mais il n'y a pas de suite. Il n'y a aucune application, il n'y a aucune faisabilité de la conclusion des assises. Mais aussi, il y a d'autres problèmes qui concernent la nomination des inspecteurs au poste de responsabilité. Maintenant, aucune des inspections, ou bien aucune des académiques ou départementales ne marche pas. Parce qu'il y a des problèmes internes entre les inspecteurs. Parce qu'on nomme des fois un inspecteur qui n'est pas gradé. On nomme un inspecteur peut-être qui est de PASTEF ou bien qui est de l'APR, au détriment des autres plus gradés, mieux placés pour gérer ces structures pédagogiques. Et hélas, toujours, on a eu des problèmes. On a eu aussi des problèmes concernant les rappels des enseignants, les rappels d'intégration, de validation et d'avancement, avec une surimposition très élevée. Imaginez-vous, pour quelqu'un qui devrait avoir 9 millions, on te donne 5 500 000. Les 3 500 000 sont imposés d'une part. Et d'autre part, il y a le Fonds national de retraite qui coupe aussi. Alors que à chaque mois, il te coupe, il t'impose. Mais, hélas,
on a eu des problèmes sur ce point-là. Il y a eu pas mal de points. Donc si l'État, tu as averti l'État du Sénégal, tu as averti les nouvelles autorités, ils sont au courant. Ousmane Sonko étant dans l'opposition, si vous voyez que beaucoup d'enseignants sont avec lui, c'est parce qu'il avait fait un discours de relations sincères pour avoir les enseignants à son côté, en leur disant que vous payez un impôt très élevé. Vous payez 80 000 francs, alors que le député qui perçoit un salaire de 1 200 000 ne paye que 1 500 francs. Vous voyez, donc les enseignants avaient confiance en lui. Et on pensait qu'une fois arrivé au pouvoir, il allait régler ces problèmes. Vous n'avez plus confiance? Non, c'est pas... Actuellement, on ne peut pas dire on n'a plus confiance, mais on est dans une situation douteuse. On est dans une situation douteuse parce que pour quelqu'un qui avait promis de régler les problèmes, s'il vient au pouvoir et n'ose même pas ouvrir ses yeux pour regarder ses partenaires, parce que le syndicalisme, c'est pas l'ennemi. Le syndicalisme, c'est une organisation, ce sont des regroupements qui travaillent pour l'intérêt commun, qui travaillent pour défendre les travailleurs. Mais comme tu l'as vu, vraiment, c'est une situation inédite qui tend vers un manque de confiance. Et voilà ce que cela va donner peut-être. Nous ne le souhaitons pas, mais ça peut aller de mal en pire. Mais il n'est pas un peu tôt pour vous de douter? Oui, c'est pas tôt. Vous savez, je l'ai toujours dit. On me dit tel. Mais moi, je dis que l'État est une continuité. Vous savez que le président, les ministres, le premier ministre, ce sont des personnes qu'on peut remplacer du jour au lendemain. Mais les techniciens qui sont au niveau des ministères, les hauts cadres, les hauts fonctionnaires sont là-bas toujours. Et ils n'ont pas bougé. Et c'est eux qui font le travail. C'est-à-dire le ministre, le premier ministre, le président, on n'a besoin que de leur signature, de leur engagement, de porter la voix des Sénégalais, de signer au nom du peuple sénégalais. Mais les techniciens qui sont là-bas, c'est eux qui font le travail. Donc c'est pas tôt. Ensuite, pour un État à qui vous avez donné 8 mois de grâce, vraiment, parce que officiellement et normalement, 3 mois de grâce, ça suffit largement. Mais nous, étant des gens responsables, des gens bien outillés, connaissant l'État et connaissant comment fonctionnent les organes de l'État, on a dit que, attends, nous allons les donner du temps pour mieux faire l'inventaire de la situation du lieu, pour faire voir qu'est-ce qui en est réellement des finances du pays, qu'est-ce qui en est pédagogiquement, techniquement, quel est le problème exact. Je pense bien que pour des techniciens, des hauts cadres comme Ousmane Sonko et Diomaye Faye, je pense bien qu'ils ont bien outillé pour savoir dans 3 mois ou bien dans 4 mois la situation d'un pays. Donc, quand tu les donnes 8 mois, ça suffit largement. Donc, c'est pas tôt d'aller en grève. D'accord. Vous aviez décrété une journée de débrayage lundi et une grève totale le mardi. Est-ce que le mot d'ordre a été bien suivi? Oui, alhamdulillah. Parce que beaucoup de responsables du nouveau gouvernement me disaient que les enseignants ne vont pas suivre votre mot d'ordre de grève parce qu'ils ont supporté Pastef, ils ont voté Pastef. C'est eux qui ont fait le travail de massification du parti. Donc, si vous donnez un mot d'ordre de grève, surtout à cette heure, les gens ne vont pas respecter. Mais, alhamdulillah, on a eu un grand pôle FEDER qui regroupe SIDEL, SAMS, SNEF, SINEL FC, dirigé par notre camarade Bahao Diong, vraiment qui ont venu en appui. Il y a aussi des collectifs de décisionnaires qui ont vu leur situation très dégradante, qui ont eu à venir appuyer le mot d'ordre de grève. Donc on a eu satisfaction totale pour un début. Le lundi, vraiment, le mot d'ordre a été respecté. À 10h pile, les gens ont quitté leur classe. Mais le mardi aussi, avec la grève totale, alhamdulillah, on a eu des résultats favorables qui vont nous pousser à continuer le combat.
D'accord. Mais voter PASTEF aussi ne veut pas dire taire ses revendications. C'est ça. C'est une erreur. C'est une erreur de leur part. Parce qu'ils pensaient que les enseignants voulaient un grand changement. Tout court. L'intérêt qu'ils portaient à ce changement, c'était de développer le pays, et en passant par l'enseignement quand même. Parce que l'enseignant dans un parti politique, il massifie facilement le parti et parle du programme, parce que l'enseignant est partout à travers le Sénégal. Donc pour faire passer une information, un programme, c'est très facile de les passer par la voie des enseignants. D'accord. Et vous exigez quoi exactement du gouvernement? On exige la signature du décret modifiant le statut des enseignants non fonctionnaires, c'est-à-dire les décisionnaires. Et ça, on l'exige immédiatement. Il n'y a pas de délai à donner à l'État. Il n'y a pas de délai. Sur ce point, il n'y a pas de délai. L'introduction de l'anglais aussi, nous avons dit que il faut arrêter ça jusqu'à l'année prochaine. Parce que les enseignants doivent être formés. L'État doit recruter beaucoup d'enseignants. On a déjà un gap d'enseignants au niveau de l'école sénégalaise. Il y a un manque d'enseignants. Beaucoup d'enseignants au niveau du primaire, comme des collèges et des lycées. Il n'y a pas d'enseignants. Donc, imaginez-vous retirer presque 700 enseignants pour les remplacer avec qui? On est mal parti sur ce programme-là. C'est pourquoi nous, on demande à l'État du Sénégal d'arrêter immédiatement le programme de l'introduction de l'anglais à l'élémentaire jusqu'à l'année prochaine pour qu'on règle les préalables d'abord. Bon, mais on a dit aussi il faut que l'État organise des concertations sérieuses et sincères entre les partenaires de l'école sénégalaise. Nous, on ne veut pas aller en grève. Aller en grève, ça nous fait mal parce que nous sommes les acteurs principaux du système. Nous sommes les gens à qui le peuple compte beaucoup pour l'avenir du pays. Parce que qui forme l'enfant lance une vision d'avenir. Donc, aller en grève, c'est vrai. Donc, nous demandons à l'État du Sénégal de régler, de construire des salles de classe, de régler des manuels pédagogiques, de distribuer. Vous allez maintenant, si vous allez dans les écoles, il n'y a pas de manuel, il n'y a pas de livre, il n'y a absolument rien. On nous balance que le programme, curriculum de l'école de base, avec les compétences, mais il n'y a pas d'accompagnement. Seulement, il y a le programme, il y a les séminaires, mais côté matériel, il n'y en a pas. Et l'enseignement, c'est le concret. L'élève, surtout l'enfant, ne connaît que le concret. Donc, il faut accompagner les enseignants en les octroyant du matériel pédagogique pour mener à bien les enseignements apprentissages, les démarches, comment dérouler une leçon, quel matériel doit-on montrer à l'élève pour qu'il sache que voilà ce qu'on vous enseigne par le concret. Mais il n'y en a pas. Donc l'État du Sénégal, mais aussi comment faire pour accompagner les directeurs d'école. Parce que les directeurs d'école maintenant, ils sont très fatigués. Les écoles n'ont pas de budget. Il y a absolument rien pour mener certaines évaluations même. Donc là aussi, nous demandons à l'État du Sénégal de financer. C'est bien d'augmenter un budget, mais qu'il soit appliqué sur le terrain, qu'il soit visible et qu'il soit vraiment adoptable avec les enseignants, avec les directeurs d'école. Former les directeurs aussi, parce qu'ils ont besoin d'une formation pédagogique, mais aussi une formation administrative. Parce que l'école, ce n'est pas un jouet où on fait entrer du n'importe quoi ou bien n'importe qui, ainsi de suite. L'école a besoin d'un personnel bien formé et bien encadré. Vraiment, ce sont là les problèmes que nous souhaitons que l'État du Sénégal règle une bonne fois pour toutes, pour que l'école soit stable pendant 10 ans même. Vous savez, il y a des problèmes. Si l'État arrive à les régler, l'école serait stable. En tout cas, vous avez bien démarré l'année scolaire qui est assez calme. Oui. On a démarré, mais tout ça, c'est parce que nous sommes des patriotes. Au vrai sens du mot, ce n'est pas patriotes partisans ou ainsi de suite. Patriotes républicains et démocrates. Nous les sommes, nous les enseignants. Nous sommes des gens qui sont prêts à servir le pays. Parce que nous savons la situation du pays. Quand on nous parle de services de renseignement, les enseignants sont mieux renseignés que n'importe qui dans ce pays. Parce qu'ils vivent directement avec la population. Donc voilà, s'ils arrivent à savoir, à voir
la situation pour dire que voilà, on a élu des gens, ils viennent d'arriver, donc il faut stabiliser. Nous, on l'a fait. On a vraiment démarré en paix, sans demander, mais on a aussi alerté. On a dit attention, nous sommes des démocrates, nous sommes des républicains, nous sommes des patriotes, mais attention, l'intérêt d'abord de celui qui donne des leçons, parce qu'on ne peut pas enseigner avec des problèmes dans la tête. On ne peut pas enseigner correctement avec des bouleversements au sein de la famille, au sein financièrement, pédagogique et tout ça. Il faut mettre l'enseignant dans une situation meilleure pour qu'il donne réellement ses connaissances à l'endroit de l'école sénégalaise. D'accord. Et quelles sont les solutions rapides que vous préconisez? Oui, les solutions rapides, d'abord, c'est l'État du Sénégal doit appeler immédiatement tous les syndicats, tous les partenaires sociaux pour discuter de la situation de l'heure. Organiser des rencontres rapides et appliquer les conclusions qu'on prenne lors de ces rencontres. Parce que le ministre Moustapha Guirassy avait fait appel à Sali, aux organisations syndicales. Nous, on avait fait des recommandations. Et depuis lors, on n'a absolument rien vu. Il n'y a pas de suivi. Donc, au Sénégal, ça ne doit pas se passer comme ça. Appeler les gens, les demander de parler, de faire des conclusions, de faire des recommandations qui ne seront pas appliquées, ça c'est pas important. C'est gaspiller l'argent du contribuable et ne rien obtenir après. Parce que les séminaires là, ça coûte cher à l'État du Sénégal. Donc on ne doit pas les organiser pour les mettre dans les tiroirs. On doit les appliquer. La population doit sentir que voilà ce qui a été dit lors de ces rencontres-là. Donc nous voulons des rencontres sincères, un dialogue sérieux entre partenaires de l'école sénégalaise. Mais aussi nous voulons des solutions, comme on l'a dit. Nous voulons des solutions à ces problèmes-là. Peut-être on peut taire le côté financier d'une part, je ne dis pas totalement, mais le côté administratif, le côté pédagogique, là l'État du Sénégal doit régler ce problème rapidement parce qu'il est temps quand même. Pour développer un pays, il faut d'abord soulager son école. Il faut d'abord parler avec les acteurs de l'école. Il faut d'abord encourager, motiver les acteurs. On ne peut pas dire qu'il y a des enseignants, des professeurs contractuels qui ont travaillé pour leur état pendant 15 ans et ne pas être formés, ne pas être intégrés au niveau de la fonction publique, qui sont toujours des professeurs contractuels. Vous imaginez cela. Et ils n'avancent pas. Il n'y a pas de glissement catégoriel, il n'y a pas d'avancement catégoriel, alors que le travailleur doit avancer tous les 2 ans, selon le code du travail. Et avec l'enseignement, on ne l'applique pas. Tu vois quelqu'un qui a fait 15 ans, 10 ans, sans avancer, sans voir son salaire augmenter. Donc ça, voilà le problème. Donc ce qu'on attend, c'est que l'État du Sénégal nous propose des solutions, des solutions applicables et dans l'immédiat. Le côté financier, discuter sur les modalités, de voir si on règle ce problème-là, mais aussi signer le décret. Il y a le décret qui est sur la table du président de la République. Le décret qui modifie les statuts des enseignants décisionnaires. Donc ça, qu'est-ce qu'ils attendent? On doit le faire rapidement, voir comment l'appliquer, même avec les dossiers des enseignants qui sont déjà reclassés, parce que le reclassement est injuste. C'est là même que si rien n'est fait, notre organisation syndicale va saisir la Cour suprême. Parce que ce décret-là date de 1974 et le contenu était presque fait depuis 1962-63. Donc c'est obsolète. Ça ne rime pas avec la situation actuelle du pays. Ça ne, ni économiquement, ni moralement, ni pédagogiquement. Donc ce décret-là, on doit le changer rapidement. Nous, on ne dit pas grand-chose. Mais aussi, reverser les enseignants décisionnaires au sein du Fonds national de retraite. Parce que l'IPRES, c'est du n'importe quoi. L'IPRES, on peut dire que vraiment, un enseignant ne doit pas cotiser au sein de l'IPRES. Parce que quelqu'un qui travaille pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans, vraiment, il mérite d'être intégré au sein du Fonds national de retraite pour qu'en cas de retraite, il gagne mieux. Mais imaginez une pension de retraite que tu perçoives au sein de l'IPRES avec 60 000 francs
pour quelqu'un qui doit payer une location peut-être 100 000, 150 000, alors que la fin du mois, tu ne gagnes que 60 000 francs. Tu dois gérer ta famille, tu dois gérer. Il y a l'éducation des enfants. Et quand on est à la retraite, presque beaucoup de vos enfants sont à l'enseignement supérieur avec l'université. Et c'est sert, l'inscription, le vécu, la vie sert. Et tout ça, on doit le mettre en œuvre pour améliorer les conditions de vie de ces enseignants-là. Mais aussi, on doit régler à ce que le mois que tu prennes la retraite, le mois suivant, tu gagnes votre indemnité. On te paye les pensions. Et ça va faciliter. Il y a des veuves, des décisionnaires actuellement qui perçoivent 15 000 francs, 20 000 francs à la fin du mois. Vous croyez cela normal dans un pays où on parle de développement, on parle d'émergence, on parle que voilà, la fiscalité, on a gagné tant de milliards. On ne fait que parler des milliards alors que ça ne reflète pas sur le terrain. Ça, c'est pas visible sur le terrain. On doit sentir cela. Pour dire que voilà, la douane travaille, les inspecteurs des domaines travaillent, on doit le sentir sur le terrain. C'est pas de nous dire que voilà, on a voté un budget de 6 000 milliards, un budget de 20 000 milliards. Ça, c'est pas important. Ce qui est important, c'est que les Sénégalais sentent ce qu'on leur dit et on doit avoir une vie normale, une vie bien posée pour vraiment soulager la population. D'accord. Qu'est-ce que vous comptez faire si les autorités ne réagissent pas? Quel sera le prochain plan d'action? Bon, la prochaine étape... Le combat? Oui, toujours le combat. S'il n'y a pas de solution, on va continuer le combat. On a alerté avec 2 jours débrayage et une journée de grève totale. Et le deuxième plan d'action, nous allons mener des manifestations partout à travers le Sénégal. On va dire aux enseignants d'aller faire des sit-ins au sein des IA, au sein des IF, au sein des gouvernances, pour dire que nous ne sommes pas contents. Aussi, moi-même je l'ai dit, j'ai dit que je n'hésite pas jusqu'à aller à l'Assemblée nationale pour dire au président que vous représentez le peuple sénégalais. Et parmi le peuple, il y a des enseignants qui souffrent. Il faut régler ce problème-là. Mais aussi parler au Premier ministre, parce que nous, on ne va pas leur donner du temps, on ne va pas les donner, on ne peut pas voter pour des gens, les donner un budget, les mettre dans des conditions de vie très luxueuses et rester en arrière. Non, on va le dire qu'Ousmane Sonko, il faut quand même revoir les choses. Il faut arrêter de fermer les yeux pour voir l'essentiel. Il faut ouvrir les yeux pour voir quelle est les véritables choses, la véritable situation de votre école sénégalaise. Parce que quand on est élu, on est le père de la nation. Et quand on est père de la nation, on doit avoir des sensibilités vraiment regardantes au sein d'acteurs de beaucoup d'actions, mais aussi des secteurs. L'éducation, c'est pas un jouet. Donc là, si rien n'est fait, nous allons dire au président et à son premier ministre que attention, là où nous serons avec vous, peut-être vous allez ponctuer les salaires, vous allez radier, vous allez faire, mais qu'importe vos décisions, il faut régler ce problème-là. Surtout le problème de la situation des enseignants non fonctionnaires. D'accord. Le SNEFS est-il seul dans ce combat? Non, nous sommes accompagnés d'un pôle fédéral. Il y a notre camarade Bahao Diong qui gère une centrale. Il y a aussi les centrales comme la CRSL qui vont nous appuyer. Et d'ici peu, nous allons faire même des grèves générales avec l'appui. Il y a aussi, parce que le 2 et le 3, il y a la grève de l'hôpital principal. Cette fois-ci, on va voir comment coordonner tout ça pour décréter une grève générale avec l'hôpital principal, l'école sénégalaise et les secteurs tertiaires peut-être, pour décréter en une seule journée une grève générale pour qu'on règle ce problème-là. Parce qu'on a un nouveau budget voté et ce budget doit servir de quelque chose pour les travailleurs. D'accord. Donc nous ne sommes pas seuls.
concernant le combat. D'accord. Pour les auditeurs qui nous ont pris en cours, vous suivez votre émission L'encre et la plume. Nous recevons Abdou Diaw, secrétaire général national du SNEFS, le syndicat national de l'éducation et de la formation. Dites-nous, quelle est la situation actuellement des enseignants décisionnaires, situation qui est assez préoccupante? Oui, c'est une situation inédite. Vraiment, c'est avec le regret même d'en parler. Parce qu'on n'a jamais pensé que ce problème va durer aussi longtemps. Alors qu'il y a une simple signature, il y a des modifications qu'on devrait faire, sinon même éradiquer le corps. Parce que quand même, pour quelqu'un qui a travaillé pendant des années, il ne mérite pas une situation telle qu'elle est aujourd'hui. On doit les soulager, les motiver, parce qu'ils ont formé pas mal de hauts cadres actuellement. Les décisionnaires, ils sont des pédagogues, ils sont des gens à respecter. Donc, on doit revoir et corriger leur carrière. On doit les permettre d'accéder aux commissions paritaires par leur présence. On doit les permettre, une fois allés à la retraite, de vivre correctement avec leur famille, sans problème. Mais imaginez quelqu'un qui travaille pendant des années pour son état et une fois allé à la retraite, tu es complètement écarté de la vie. Avec un changement, comment tu peux gagner, exemple, un salaire de 500 000 francs par mois et tout à coup, tu te retrouves avec 60 000 francs. Ça, c'est anormal. C'est incompréhensible pour même l'expliquer à la société. Donc, leur situation, voilà, c'est très critique. C'est une situation très critique dont ils vivent actuellement, ces enseignants non fonctionnaires. Mais aussi, du côté de carrière, comment tu peux avoir votre diplôme professionnel pendant 10 ans, on te fait perdre toutes ces 10 années, tu n'avances pas, on te dit que voilà, aujourd'hui même où on a eu votre dossier, c'est aujourd'hui où on va prendre en effet vos avancements. Donc tu as perdu les 10 années, alors que 10 ans de carrière, c'est 5 avancements. Tu perds les 5 au même moment que les fonctionnaires bénéficient de ces avancements-là. Alors ils font ce même travail, ils sont admis la même année. Donc qu'est-ce qui le différencie? Uniquement parce que l'un est fonctionnaire et l'autre est non fonctionnaire. Donc tu peux enseigner quelqu'un qui revient être enseignant et te devancer de votre carrière. Donc vraiment là aussi on a dit qu'il faut corriger. Il faut corriger cela. C'est dur leur situation. C'est dur leur façon d'avancer. Mais bon, je pense bien qu'avec leur engagement et le dynamisme du SNEF, je pense bien que ça va marcher, Inch'Allah. La question des abris provisoires également, le président a promis d'y remédier d'ici à 2029. Vous savez, nous on parle de la situation actuelle. 2029, c'est un programme. Peut-être c'est de la planification, comment planifier un budget. Mais nous, on nous a beaucoup parlé de milliards alloués pour éradiquer ces abris provisoires depuis longtemps. Peut-être les abris provisoires ne vont pas cesser. Parce qu'à chaque fois qu'on crée une nouvelle création, c'est-à-dire une nouvelle école, peut-être les premières années, l'enseignant va débuter avec un abri. Moi, j'ai enseigné dans les abris provisoires pendant 7 ans peut-être. 2 ans à Omar Koumba, 4 ans là-bas, 1 an. Donc 7 ans dans les abris provisoires. Donc nous, c'est vrai, c'est bien de planifier, mais on a dit qu'il faut un programme d'éradication de tous les abris provisoires immédiatement. Parce qu'on ne peut pas vouloir de bons résultats et ne pas mettre les acteurs, que sont les enseignants et les enseignants, dans des situations meilleures. Et être dans un abri provisoire, tu commences le programme tardivement et tu termines l'année scolaire très tôt, parce que il y a dans certaines zones, exemple au niveau de la Casamance, on ne peut pas faire des cours au mois de juillet, juillet, parce qu'il y a la pluie. Dans le Saloum, au mois de mai, il y a les vents. Dans le Fouta aussi comme ça.
Donc il y a des situations qu'on ne peut pas avoir et vouloir donner correctement ces enseignements, apprentissages au sein de l'école. Et l'école ne mérite pas. L'école sénégalaise, je dis que ça ne mérite pas cela. Et on nous parle de pétrole, on nous parle de gaz, on nous parle de tout ça. Donc à quoi va nous servir cela? Si vous allez à Libye avec Kadhafi, mais il exploitait ça pour investir. Donc pourquoi pas ici au Sénégal? Donc on doit construire des écoles, des hôpitaux et tout ça parce qu'on a ces ressources naturelles maintenant. Et on nous a dit que on est en train d'exploiter des barils, des milliers de barils par jour. Donc à quoi va nous servir cela? On n'a pas senti cela, financièrement ni moralement. Donc il faut quand même régler ce problème des abris provisoires rapidement, sinon aussi on ne peut pas les mettre dans cette situation et vouloir des résultats meilleurs. D'accord. Et que dire également du déficit d'enseignants? Voilà, là aussi il y a des faux chiffres que le ministère de l'Éducation nationale donne à sa population. Il nous parle de 8000 enseignants qui manquent, il nous parle des fois de 5000. Mais au Sénégal, il y a un manque de 18 000 et quelques enseignants. Parce que si vous allez dans le monde, c'est-à-dire des villageois et tout ça, tu vois qu'un enseignant peut tenir jusqu'à 3 classes, 3 cours. On les appelle des classes multigrades, des double flix. Et ça, le monde rural, vraiment, ne mérite pas ça. On doit considérer le monde rural comme on l'a fait avec le monde urbain. Aussi, il y a le manque de professeurs au sein des collèges et des lycées. Il y a des fois tu peux voir un professeur de mathématiques qui enseigne les sciences, c'est-à-dire SVT et sciences physiques, en même temps enseigner des cours de mathématiques. Alors que l'État du Sénégal a les moyens de recruter les diplômés qui sont au niveau de l'université et qui sont en quête de travail. On doit les recruter, les former et les affecter. Donc vraiment, ce problème aussi, il y en a vraiment et on doit régler cela. Les personnes ressources sont là, la ressource humaine est là. On doit vraiment recruter avec une politique de recrutement très bien réfléchie. Il y a les enseignants des classes passerelles, il y a les enseignants des classes polyvalentes qui sont là, qui ont eu leur diplôme professionnel et qui ne sont pas recrutés. Il faut voir comment les intégrer, comment les exploiter pour qu'ils travaillent pour leur nation et prise en charge par l'État du Sénégal. Je pense bien que ça peut créer une solution, un début de solution à ce manque d'enseignants. Vraiment, ça aussi, je pense bien que les nouvelles autorités vont régler ce problème-là parce que c'est de leurs intérêts. C'est de leurs intérêts de régler ce problème-là. Récemment, SAES et CUSEMS ont annoncé avoir déposé un préavis de grève. Ça tombe bien. Est-ce que vous pensez à une fusion pour un combat? C'est là où je félicite le SNEF, le syndicat national de l'éducation et de la formation. À chaque fois, c'est le SNEF qui déclenche les combats. Et lors des augmentations de salaire, je l'ai dit, le SNEF a déclenché et après suivi de Damboj, c'est après presque 2 mois que le SUDES, l'UDEN, le SAEMS, le CUSEMS est venu prendre le combat. Aujourd'hui, je pense bien que le SAEMS avec Youm, ils ont déposé un préavis de grève. Le SADEF de Mbaye Sarr a déposé. Le pôle FEDER aussi va déposer lundi un préavis de grève. Bien vrai qu'il accompagne nos mouvements de grève, mais ils vont déposer officiellement un préavis de grève. Donc l'école risque d'être perturbée si rien n'est fait. Parce que le fait que nous, on déclenche ce combat-là, c'est pas gratuit. D'accord. C'est pas gratuit. Parce qu'on veut des solutions quand même. Jeudi 9 janvier, l'on a célébré la Journée nationale de l'éducation des filles avec pour thème pour une éducation inclusive de qualité. Les filles s'engagent et engagent la communauté.
Votre avis sur cette célébration de la journée de l'éducation des filles? Vous savez, nous, je le dis toujours à mes collègues, je dis on est fatigué de ces journées de célébration. Les filles ont déjà marqué l'école. Les filles ce sont des gens qui réussissent l'école. Il faut les accompagner seulement. Mais organiser une journée, gaspiller de l'argent du contribuable et tout ça, alors que les filles ont des problèmes actuellement à l'école. Il fallait appuyer l'ESCOFI qui encadre l'enseignement et le maintien des filles à l'école. On n'en parle même plus, ce programme. Mais on n'en parle pas. Il y a beaucoup de problèmes, il y a beaucoup de programmes qu'on avait déclenchés pour l'enseignement des filles. On nous parle de qualité, mais une fille qui a réussi, mais vous étiez une fille, aujourd'hui vous êtes là, vous avez réussi. Est-ce que vous avez bénéficié de ces programmes-là pour réussir? Il y a vos parents qui vous encadrent. Ce qu'on attend de l'État du Sénégal, c'est de mettre les enseignants et les élèves. Quand je dis les élèves, les filles sont dedans. Et les dans des conditions meilleures de travail. On peut peut-être organiser des conférences pour les dire que voilà des exemples. Mimi Touré est là, Aïda Mbodj est là, vous, Sylvie est là. Pourtant, ce sont des filles qui ont tout fait pour réussir. Et aujourd'hui, ils sont au niveau suprême. Le Sénégal avait un premier ministre femme, Mamadou Boye. C'est ça ces exemples qu'on doit donner aux jeunes filles. Donc vous pensez qu'il faut juste changer d'approche? Très bien. Il faut changer la manière de faire. Appeler des filles pour dire que voilà, on va célébrer une journée. Mais il y a une journée des femmes. Ces filles-là vont devenir des femmes dans l'avenir. Pourquoi ne pas maintenir cette journée pour dire que voilà les filles, vous serez demain à cette journée parce que vous serez des femmes. On va appuyer l'ESCOFI pour leur dire que voilà, il faut travailler pour recruter les filles, pour les amener à l'école sénégalaise, pour les encadrer, pour les maintenir avec la qualité. Renforcer ces excusez-moi de vous interrompre, mais dans certaines zones, comme dans le sud, il existe encore plutôt des obstacles qui favorisent l'abandon des filles à l'école. Effectivement, c'est pourquoi j'ai dit qu'il fallait accompagner ces organisations qui existaient déjà. Parce que si vous allez à Kolda, peut-être, je peux nommer Kolda, Kédougou, tu trouves là-bas des filles qui quittent l'école à bas âge, soit par le mariage forcé ou bien par le fait d'être tombé en enceinte. Et là, comment faire pour éviter cela? Il faut les sensibiliser. En quoi faisant? En parlant avec les radios communautaires pour qu'ils mènent des émissions d'éveil de conscience à l'endroit de ces jeunes filles. Moi, vraiment, c'est ce que je souhaiterais que l'État du Sénégal finance ces programmes-là, accompagner ces organisations pour aider les filles, mais pas pour se retrouver chaque jour. Au Sénégal maintenant, il y a beaucoup de journées de célébration. Et on gaspille de l'argent. C'est inutile, hein? Comme du n'importe quoi. Tu trouves que vraiment, quand tu te présentes là-bas, tu dis que mais à quoi sert cette journée? Ne serait-ce pour faire déguiser les gens là, dépenser de l'argent, la restauration et tout ça. Bon, peut-être ils ont eu le raison, mais moi vraiment, je trouve très mal d'organiser ces genres de journées. Merci beaucoup SG, c'est la fin de l'entretien. Le dernier mot? Voilà, vous remercier la radio Réumi FM, de leur dire aussi nous serons toujours disponibles à venir partager avec vous, discuter et analyser la situation de l'école sénégalaise, mais aussi remercier les enseignants, surtout leur dire que le meilleur va venir parce que le SNF sera toujours à vos côtés pour vous accompagner, pour mener les combats, vous défendre. Et ils ont compris cela. Donc je remercie tous les membres du SNF. Je remercie aussi les syndicats du pôle FEDER, dont le coordinateur Moussé Nia, mais aussi le SG Bahao Diong du Sinet FC et Ousmane Diallo et tout ça. Vraiment, je remercie le bureau exécutif national de notre organisation syndicale.
notre centrale dirigée par le camarade Ibrahim Sarr. Vraiment, je vous remercie. Merci. Merci beaucoup, Abdou Diaw. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général national du SNEFS, le syndicat national de l'éducation et de la formation. Merci d'être là. Merci à vous, chers auditeurs qui nous suivez depuis 9 heures. Merci à Diaw Diallo. Merci à Bachir Sissé pour la mise en onde de cet entretien. Et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine.